Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue encore ce soir en compagnie de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets qu'on peut relier par il y a un côté religieux, on peut dire ça comme ça. Vague lien religieux. Clair dans mon cas, moins évident, sauf pour la date dans ton cas. Toi, tu vas nous parler. Moi, je vais parler de Duplessis et de sa guerre contre les témoins de Jéhovah. Mais toi, tu vas nous parler et là, j'ai été intrigué quand j'ai vu ça, l'extraterrestre de l'Annonciation. L'Annonciation étant une localité du Québec. Ah! Voilà, et puis dans les parages de Rivière-Rouge. Alors là, on va se situer en 1992. C'est l'hiver, les motoneigistes ont sorti leur monture et puis deux motoneigistes vont apercevoir quelque chose dans la neige, dans les parages de Rivière-Rouge. Et puis, en allant regarder ça de plus près, ils vont faire le saut parce qu'ils viennent de découvrir une entité biologique extraterrestre. Je crois pas qu'ils savaient à l'époque, ou ils ont peut-être pas pensé que c'était un extraterrestre. Quand j'ai trébuché sur l'histoire, au début, ça m'a fait penser aux vieilles légendes du Québec, les Jack Mistigris, puis les lutins, entre autres. On est en 92. Bon, les gens sont quand même réveillés un peu. Je crois pas qu'ils vont prendre ça pour des objets de légende, là. Alors, ils veulent pas toucher à ça. C'est gelé. On va voir des photos d'ailleurs. Les photos sont quand même assez révélatrices. Si c'est un fake, comme je crois, ou comme beaucoup de monde vont le constater plus tard, vont croire ça, c'est très bien fait. D'ailleurs, les photos ont été récupérées beaucoup. Originalement, ces photos-là ont été prises en 35 mm. Alors, on est vers l'après-midi. Nos deux motoneigistes veulent pas toucher au EBE, l'entité biologique, pour une raison qui est pas vraiment déterminés. Ils ont paraît-il, peur de la contamination ou de s'empoisonner ou carrément de toucher un cadavre. Donc, ils vont prendre une broche entre deux arbres et puis avec des baguettes, des bâtons, ils vont suspendre l'entité biologique. Puis là, on va utiliser un appareil 35 mm pour prendre des photos. Une fois revenu en ville, il y a un troisième larron d'ailleurs qui s'est ajouté, qui est arrivé, lui, paraît-il, en automobile, et puis je sais pas trop c'est qui. Et puis là, après avoir pris des photos, le soir tombe, puis il va se produire une chose là, qui me dépasse quand je dis ça. En fin de soirée, probablement inconscient de l'importance de ce qu'ils ont dans les mains, les témoins n'ont pas voulu le ramener. Ils ont décidé de le laisser là puis de retourner le lendemain pour récupérer la preuve. Quel manque de raisonnement, quel manque de professionnalisme, appelons ça comme on veut. Là, on a une démonstration de quelque chose qui est absolument incroyable. Même à cette époque-là, on aurait pu croire, pu penser, hey, c'est pas normal. Même si c'est un lutin, quand même, là, même si c'est un fake, c'est une histoire. Ils l'ont laissé là, en tout cas. Ben, ce qui devait arriver arriva, évidemment, de retour le lendemain. Tout avait disparu. Là, ils ont dit, c'est probablement les coyotes. Disons qu'ils étaient moins apeurés que les humains, les coyotes. Moi, c'est ça qui fait que cette histoire-là n'est absolument pas démontrable d'aucune façon, donc c'est carrément... moi, je le mets dans le côté des fictions. Oui. On ne peut pas voir ça autrement. C'est un comportement douteux puis vraiment irresponsable qu'il y a eu là. Et puis, par contre, après, nos larrons, nos trois personnes ont décidé de rencontrer quelqu'un du domaine de l'ufologie afin justement d'essayer de faire un cas avec ça. Puis alors, ils ont pris des photos et puis ils sont allés voir un dénommé Claude Macduff. Ce Macduff-là en question, lui, à l'époque, avait publié un livre sur les extraterrestres qui s'appelait « Procès des soucoupes volantes ». Et puis, après ça, il est devenu fondateur de l'Association des sceptiques du Québec. Là, on a deux visions carrément différentes. Alors, ce qu'il lui a conseillé, il a dit « Écoutez, les gars, avec ça, là, vous allez faire rire de vous autres, vous allez passer pour des caves, le monde va regarder ça, et puis tout ça va oublier, puis ça va tomber et puis vous allez en subir les conséquences, comme moi je les ai subies probablement, là, qui voulait dire. En tout cas, ceci étant dit, bien évidemment, les personnes ont oublié ça, ont foutu les photos dans un tiroir, et puis c'est resté là jusqu'en 2012.
Alors, il y a une rencontre un soir, puis il y en a un qui lâche « Hey, les amis, savez-vous ça? Il y a des photos d'extraterrestres, moi, ici, qui datent de bien longtemps. » Puis là, ils ressortent ça. Et puis, en voyant les photos en question, il y en a un qui décide de prendre sa caméra VHS, de filmer les photos, et puis de garder ça, puis lui d'essayer de faire de quoi avec ça, parce qu'on est encore avant l'Internet. C'est ça. Il va falloir attendre 2012 pour que quelqu'un prenne le VHS, le film VHS, puis là, il va le numériser avec une caméra ou avec un autre procédé, puis c'est maintenant ce qu'on peut voir sur Internet. Là, le mystère perdure, évidemment, parce que ça s'est poursuivi au cours des années. Là, il y en a qui sont intéressés au cas puis qui ont essayé de donner quand même une certaine réalité. Parce qu'on a tous les éléments. Il faut dire que 2 ans auparavant, à Montréal, imaginez la scène. Vous êtes dans la piscine en haut du complexe Bonaventure. C'est le 7 novembre, c'est-à-dire donc, c'est pas l'hiver, mais ça s'approche. C'est brumeux. Soudainement apparaissent d'énormes lumières en altitude au-dessus de Place Bonaventure. Bon, là, les témoins vont appeler, on va appeler la police, la Gendarmerie royale du Canada, la Défense nationale va envoyer un avion à réaction, et puis Environnement Canada va déterminer que la couverture nuageuse mesure environ 1000 mètres à 1500 mètres. L'objet en question, après les observations, faisait environ 500 mètres, ce qui est comme 2 fois un terrain de football, et puis est à une altitude d'environ 1000 à 1500 mètres. dont on voyait les lumières. Là, les gens, les sceptiques, disaient, ben voyez, il y a le chantier du mille de la Gauchetière, avec ses grandes grues, puis les lumières. On a fait éteindre les lumières et le phénomène a continué quand même pendant 3 heures. Une fois que l'objet s'est déplacé vers l'est, il y a d'autres témoins qui l'ont vu, mais cette fois-là, autant il était silencieux pendant les 3 heures de surplace, là, il est devenu bruyant, puis il a disparu, puis des témoins l'ont décrit ainsi. Il y a Radio-Canada qui a filmé, et puis évidemment, beaucoup de rapports qui ont été générés par des organismes officiels, dont les aéroports. À l'époque, c'était Mirabel et Dorval, si je ne me trompe pas. Est-ce que les images qui ont été prises par Radio-Canada à ce moment-là, oui. Est-ce qu'on peut les voir encore quelque part? On peut les voir sur YouTube. Ah. Il y a un reportage, d'ailleurs, qui a été fait subséquemment. Ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'événement qui est démontré. C'est filmé, tous les personnes interrogées décrivent la même chose, et puis c'est totalement inexplicable. 2 ans plus tard, on va faire une découverte d'un extraterrestre. À mon sens, il y avait une période d'activité au Québec dans ces années-là, probablement. Et puis, comment un pauvre E.T. va se retrouver abandonné comme ça dans la nature, au froid, ainsi de suite? Ça enlève de la crédibilité à tout ça. On imagine assez mal l'inverse. Ouais, ce que je voulais, c'est mettre en contraste les deux. Parce que là, l'événement de Montréal, on le voit. On voit aussi des photos de l'extraterrestre. D'ailleurs, ces photos-là ont été récupérées plus tard là, par d'autres spécialistes. Et puis, pour essayer ça a servi de couverture, entre autres, pour des romans de science-fiction. Ça aidera pas beaucoup la cause. Non, là. c'est ça. Les détails anatomiques. Okay, de l'entité, c'est assez similaire à ceux d'un être humain. Les yeux, le cou, et puis il parle d'un muscle ici, sterno-cléido-massoïdien. Comment, avec quelques photos en 35 mm, ils ont pu voir que les muscles deltoïdes et le muscle coraco-brachial sont définis comme étant humains. On ne peut pas croire ça. Les muscles des jambes, autres détails du genre laissent présumer aucun doute sur la qualité biologique. De plus, l'analyse a démontré que la texture, la couleur de la peau est une évidence d'exposition au froid. C'est vraiment un être vivant qui avait été congelé. Ben, il n'y a pas eu d'autopsie, malheureusement. J'essaie de penser s'il l'avait amené, il avait amené l'évidence et puis que ça avait été mis aux mains de scientifiques rigoureux. Okay? Dans une université, un centre de recherche, probablement que notre conception sur l'univers, puis...
Où on aurait vraiment établi que c'était un fake. Que c'était un fake. Ah ouais, mais là, et c'est toujours ce qui arrive dans ces cas-là. Alors là, ça va se propager même jusque sur le dark web. En 2017, entre autres, à partir de 2017, ça connaît une augmentation de popularité. Mais c'est notre extraterrestre du Québec, c'est notre histoire à nous, c'est rentré dans notre folklore. Notre folklore moderne. Moderne avec les extraterrestres. Et puis, Christian Robert Pagé, c'est un journaliste d'enquête bien connu, parlait d'un dossier à propos d'un ovni qui avait survolé le centre-ville de Montréal en 1990. C'est pas quand même... celui-là, il y a beaucoup plus de poids puis de réalité, bien que ça soit tout aussi inexplicable. Mais des lumières qui sont filmées puis que le reportage existe encore aujourd'hui, ça vaut sinon plus qu'une photo d'un être quelconque, là, qui est probablement un mannequin, à mon sens. Comme dirait M. Spock ou Charles Tisser, fascinant. C'est une histoire fascinante. Moi, j'en ai une aussi qui fait partie de l'histoire du Québec. On pourrait faire un lien avec, quand j'ai parlé de la loi des mesures de guerre un peu, puisqu'on va un petit peu dans les abus d'autorité. On va parler de la guerre de Duplessis, de Maurice Duplessis contre les témoins de Jéhovah. Alors, Maurice Duplessis, bon, rappelons, premier ministre du Québec, 1936 à 1940, puis 1944 à 1958, à sa mort, en fait, là. Donc, c'est bien connu, catholique fervent et soutien de l'Église au Québec, et vice-versa, l'Église le soutenait. Les témoins de Jéhovah, c'est issu d'un mouvement qui est connu sous le nom d'étudiants de la Bible, qui a pris sa naissance dans les années 1870 aux États-Unis, sous l'impulsion d'un dénommé Charles Taze Russell. C'est bien connu que parmi les caractéristiques des témoins de Jéhovah, il y a leur croyance, leur certitude que la fin du monde est proche. Ils se sont même risqués plusieurs fois à prédire des dates. C'est jamais arrivé, comme on peut le constater jusqu'à maintenant. Mais bon, ils ont souvent à un moment donné, ils ont arrêté de donner une date précise. Mais ils l'avaient prévu notamment pour 1914. Ça a été une catastrophe, mais pas la fin du monde. Une autre caractéristique des témoins de Jéhovah, c'est leur haine et leur hostilité totale envers l'Église catholique. Alors, on imagine qui est la grande prostituée de Babylone, etc. Alors, imaginez, en 1940, dans les années 40, ils arrivent au Québec. Ils commencent à faire de la propagande. On peut déjà deviner qu'ils ne seront pas bien reçus. Ça commence vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, qu'ils commencent à faire du prosélytisme au Québec. Avec un bel enthousiasme, d'ailleurs. D'ailleurs, je trouve que c'est les masses marketeurs de Jésus. Il y en a qui les appellent les démarcheurs du Très-Haut. Voilà. Ils se lancent dans un porte-à-porte vigoureux. Ils distribuent leur journal, La Tour de Garde. Ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, les bérets blancs du Crédit social en font autant. Mais les bérets blancs sont des ultra-catholiques. Les témoins de Jéhovah sont anti-catholiques. Dans une province qui est à 90% catholique et à l'époque catholique pratiquante. Ils prêchent la fin du monde qui est proche et ils dénoncent les églises qui trahissent le christianisme, sont assez mal reçus dans les foyers québécois. On va se rappeler qu'à l'époque, Canadiens, Français puis catholiques, c'est quasiment synonyme. Hein? Puis il y a d'autres catholiques que les Canadiens français au Québec, les Italiens, les Irlandais, etc. Or, et les curés commencent à dénoncer les témoins de Jéhovah. Et évidemment, on les dénonce en chair, puis au besoin, on les dénonce à la police. Or, dans ce temps-là, il n'y a aucun chef de police qui est assez fou pour refuser quelque chose à l'autorité ecclésiastique. Alors, on se met à arrêter les témoins de Jéhovah, sous prétexte qu'ils importunent les gens ou qu'ils distribuent des pamphlets sans permission municipale. On trouve des règlements. Là. Bon. En 1944, on en arrête 41 à Montréal. En 1945, on en arrête 105. Et en 1946, on est rendu à 241. Ça ne fait que les stimuler, comme c'est souvent le cas. Ouais. Alors, évidemment, ils sont pacifiques. D'abord, ils se sont mis un peu dans l'eau chaude durant la guerre parce qu'étant pacifistes, ils se sont opposés à la guerre et au port d'armes et donc au service militaire. Mais ils n'ont pas résisté. Beaucoup sont allés en prison.
Mais surtout, quand ils faisaient du porte-à-porte, écoute, ils ont été reçus par des coups, dans certains cas, on les mettait dehors, mais des fois, on les frappait, et on croyait se gagner le ciel comme ça. Ils croupissaient pas en prison, par contre. Il y a un homme qui les aidait, c'est Frank Roncarelli, qui est propriétaire d'un restaurant de la rue Crescent, le Caf Café, un restaurant avec une clientèle assez cossue, en majorité anglophone, qui vient goûter de la cuisine internationale. Et Roncarelli est témoin de Jéhovah. Un witness. Et oui, alors il paye les cautions des témoins de Jéhovah qui se font arrêter. Alors, ils ne restent pas longtemps en prison, ils ressortent tout de suite. Puis finalement, en général, on n'a rien pour vraiment les accuser, donc ils n'iront pas en prison. Alors, Maurice Duplessis, il faut se rappeler, Maurice Duplessis est premier ministre et il est aussi ministre de la Justice, procureur général. Alors, il voit ça d'un très mauvais œil. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à Roncarelli, personnellement, et il le menace. Il lui dit, « T'arrêtes de faire ça ou on te supprime ta licence d'alcool. » Et c'est l'équivalent de la SAQ, la Commission des liqueurs, qui à l'époque délivre les permis d'alcool. Roncarelli ne se laisse pas impressionner, verse une nouvelle caution quelques jours plus tard. Le 4 décembre 1946, Duplessis téléphone au juge Édouard Archambault, président de la Commission des liqueurs, et lui ordonne de supprimer la licence du restaurateur. Dans la journée même, la police fait une descente au restaurant de Roncarelli, saisit tout le stock de boissons alcoolisées et les postes de radio et les journaux s'emparent de la nouvelle et on diffuse ça. C'est un orage qui s'annonce. Ouais. Le lendemain, 1200 étudiants de l'Université McGill, avec leurs professeurs, signent une pétition contre cette mesure-là qu'ils trouvent arbitraire. L'Église presbytérienne suit, l'Association conservatrice de l'université également. Le 7 décembre 1946, le Comité montréalais des droits civiques, ancêtre de la Ligue des droits de la personne, tient une assemblée de protestation au Monument national. Le premier ministre déclare dans une conférence de presse « Roncarelli est le chef des témoins », ce qui est déjà faux, une association séditieuse. Il soutient des gens dont le seul but est de violer la loi, donc il n'est pas digne du privilège que nous lui avons accordé. La licence d'alcool est un privilège, selon lui. On ne sait pas, il vient de sortir ça, lui-là. La presse anglaise, à travers le Canada, se met à mousser l'affaire. Tout le monde parle des droits civiques, personne ne parle de religion. C'est alors que quelques évêques, dont celui de Saint-Jean et Monseigneur Charbonneau, qui croit bon, à l'occasion des fêtes, de féliciter Maurice Duplessis pour sa courageuse attitude contre les sectes séditieuses. Alors là, c'est une étincelle. Alors le 1er février 1947, Roncarelli se présente en cour pour solliciter la permission de poursuivre la Commission des liqueurs et le juge Archambault en dommages et intérêts pour une somme de 253 741 $. Le solliciteur général, étant donné que c'est Duplessis, le juge Letourneau, refuse la demande. L'affaire rebondit à la Chambre d'Assemblée, l'Assemblée nationale actuelle. Un député libéral accuse l'Union nationale d'être un repère de trafiquants de licences. Parce que c'était totalement arbitraire, cette action-là. On expulse le député en question, ce qui oblige moralement Adélard Godbout, chef du Parti libéral, à se faire expulser aussi le lendemain, après avoir traité les membres de l'Union nationale d'imposteurs, de taxeux et de trafiquants d'alcool. Les avocats de Roncarelli trouvent une subtilité juridique. On ne peut pas poursuivre la Commission des liqueurs. On loge une plainte contre Duplessis, mais comme citoyen, contre Maurice Duplessis personnellement. Alors, là, on commence à oublier les témoins de Jéhovah dans toute cette affaire-là, mais ils refont surface lorsqu'un de leurs membres, Laurier-Saumur, se fait arrêter 126 fois à Québec pour distribution illégale de tract. La police, par contre, elle a l'appui du gouvernement, donc elle pénètre sans mandat chez des particuliers sous prétexte d'étouffer des complots putatifs, c'est pas sans faire penser à la loi des mesures de guerre, ça, effectivement. Et ça provoque un concert de protestation dans le reste du Canada. Les années passent, et en 1950, le 17 mai,
Duplessis vient témoigner à son propre procès intenté contre lui par Roncarelli. Il tente de rejeter la faute sur le juge Archambault, puisque c'est lui qui était le président de la commission des liqueurs. Et ses avocats essayent de démontrer que le premier ministre ne peut pas être poursuivi en tant que citoyen dans une affaire où il était solliciteur général. Le juge McKinnon, qui est un peu embêté par tout ça, délibère, puis il délibère tellement longtemps qu'on oublie un petit peu l'affaire. Il va finir par rendre verdict le 2 mai 1951, quasiment un an après, et va déclarer « Maurice Duplessis est coupable d'avoir outrepassé ses fonctions dans un effort pour punir les témoins de Jéhovah et doit payer 8 123 $ en dommages à Frank Roncarelli. » On est loin des 250 000 $ réclamés au début, par exemple. Ouais. Alors, lui, il pensait avoir tranché la question, ce juge-là. Alors, 2 procès vont avoir lieu à la suite de ça. Duplessis va faire appel, puis Roncarelli aussi. Et péripétie en péripétie, Roncarelli est défendu par maître Frank Scott et l'université McGill. Il va se retrouver ruiné, en fait. Et il va être obligé il va recevoir des dons pour soutenir sa cause. Et finalement, ça va aller au 27 janvier 1959 que la Cour suprême du Québec, considérant que le droit de caution est un droit intangible et qu'il ne doit pas être soumis à des pressions, condamne Duplessis à payer 33 123 $ plus les intérêts, soit 46 132 $. Ça va rester là, c'est fini? Ben non. Duplessis décide d'utiliser cette défaite juridique en triomphe politique. Au cours d'une déclaration publique, il s'interroge. Il se demande s'il va faire appel au Conseil privé de Londres. Ce qui ne se peut plus de toute façon en 1959, ça a été aboli en 1949, cette possibilité-là. Ou bien, dit-il, se contenter du verdict de l'immense majorité du peuple. Bref, il en fait une affaire fédérale provinciale, sa spécialité. Voilà. Alors, ça va lui valoir un grand nombre de déclarations d'appui d'évêques et d'associations catholiques, dont la plus saugrenue, c'est celle de Monseigneur Cabana, l'évêque de Sherbrooke, qui le félicite pour sa lutte contre le communisme. Ah bon? Car les communistes, comme vous le savez, cherchent à corrompre notre population et surtout notre jeunesse. Je suis porté à croire qu'ils encouragent, ici comme en Amérique du Sud, la propagande de certaines sectes protestantes et des témoins de Jéhovah. Ce qu'il ne semble pas savoir, c'est que les sectes protestantes en Amérique du Sud n'étaient pas encouragées par les communistes, mais par la CIA. Mais bon, ça... Pour couronner le tout, certains députés de l'Union nationale lancent l'idée de faire une souscription nationale pour aider à payer l'amende de Duplessis et les frais. Alors, des maires, des curés, des entrepreneurs, des comités et même des associations, dont certaines assez inattendues, comme le comité paritaire des barbiers de la province, vont envoyer leur obol à la juste cause avec beaucoup de publicité. Et ils pensent d'une certaine façon que c'est un moyen élégant de contribuer à la caisse électorale de l'Union nationale, ce qui était toujours bien vu. Oui. Alors, l'affaire, donc, se poursuit. Mais là, il va arriver une chose, c'est que Maurice Duplessis va mourir. Et donc, il ne pourra pas utiliser ça pour sa campagne. Et comme on le sait, l'année suivante, ça va être les élections, et l'Union nationale va être défaite par les libéraux de Jean Lesage. Mais l'affaire continue en cours, par exemple. Et parce que les témoins de Jéhovah vont encore en appel, et ça va être étudié avec une sage lenteur par les magistrats qui vont rendre leur verdict, où les témoins de Jéhovah ont gain de cause, en 1963, soit 4 ans, presque 4 ans après la mort de Duplessis. Et donc, plus personne ne s'intéresse à la cause à ce moment-là. Donc, mais ça a duré, comme on voit, c'est une affaire qui a duré 15 ans. J'ai l'impression aussi que ça a servi la cause des témoins de Jéhovah
Cette impression-là que j'ai de ce que tu racontes. Oui, parce que ça les a mis en visibilité. En visibilité. C'est ça qu'ils veulent, là. C'est ça qui est important. Et en même temps, ça a permis d'établir qu'ils avaient le droit de faire du porte-à-porte. Bien sûr. Et que tant qu'ils ne brisaient pas la loi, ils avaient le droit de le faire. Et donc, après ça, on a arrêté de les arrêter. Même s'ils ont continué à se faire mettre dehors, des fois à coups de poing, pendant longtemps. Mais là où ils faisaient du porte-à-porte et qu'on continuait à leur fermer la porte au nez par réflexe conditionné quasiment. Mais oui, ça les a légitimés en quelque sorte. On a pris l'habitude parce qu'il y a toujours l'élément d'habitude. On n'est plus étonné quand on se fait déranger le dimanche matin par les témoins de Jéhovah. Absolument. Parce qu'on sait qu'ils sont là. Mais en 1944, quand ils sont arrivés, c'était vraiment perçu comme scandaleux. C'était un scandale qu'on puisse s'attaquer comme ça à l'Église au Québec. On peut voir. On parlait que c'est des communistes tantôt. Là, j'ai l'impression qu'à un certain moment, les gens mettaient tout dans le même pot. Les communistes, les francs-maçons aussi, qui n'étaient pas trop aimés dans le coin, les témoins. Il devait y avoir d'autres aussi qui étaient là-dedans. C'est ça. Même à un moment donné, Duplessis avait accusé les bérets blancs d'être communistes parce qu'il l'avait critiqué. C'était... mais il faut dire aussi, c'est les années... McCarthy aux États-Unis. Oui, c'est la guerre froide, c'est la chasse aux communistes partout en Amérique du Nord. Mais on peut voir aussi, ce qui est intéressant, une différence entre la perception, on pourrait dire canadienne-française, francophone au Québec, et le reste du Canada et les anglophones. Parce que chez les anglophones, c'est normal qu'il y ait toutes sortes de religions. Il y a des catholiques, il y a des anglicans, des presbytériens. Le nombre de sectes est infini. Oui, c'est vrai. Puis même après la conquête, ici, les Anglais, ils ont dit on va respecter la religion. Là, on va respecter les catholiques. J'étais étonné de voir ça. Alors qu'au Québec, que les Canadiens français, c'était la quasi-unanimité catholique. Depuis les années 1850-60, là, il était devenu à peu près impossible de critiquer l'Église catholique au Québec. Alors, les témoins de Jéhovah, ils arrivent comme des chiens dans un jeu de quilles, eux autres, et c'est impensable. Pour les francophones, c'était impensable, cette situation-là. La liberté d'opinion, ça a été un apprentissage. Ouais. Et je dirais même un réapprentissage, parce que début du 19e siècle, on avait différentes opinions aussi au Québec. Il y avait des mouvements républicains, les libéraux, souvent anticléricaux, qui se sont éteints dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui, jusqu'aux années 60, finalement, qui sont devenus des années 1960. Et c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine. Thank you.